des pays africains ou encore pour le développement des différentes économies. Nos amis des Alquara ont proposé un élément dessus. Voici un élément qui va faire l'ampoulage nécessaire avant de rentrer dans le sujet. D'accord. Le temps que ce soit prêt également, on va permettre aux uns aux autres, en tout cas, d'avoir une opinion sur la question déjà. Secteur informel, Seydina, selon vous, est-ce que c'est un secteur qui est facile à définir puisqu'il englobe pas mal de secteurs d'activité, aussi pas mal de catégories sociales? J'ai par exemple un point ici, secteur informel, qui est un secteur qui est un peu délicat. Les salariés non protégés, les indépendants, les apprentis, les travailleurs familiaux. Est-ce qu'il s'agit d'un secteur facile à définir, par exemple, selon vous? Non, selon moi, ce n'est plus aujourd'hui un secteur facile à définir parce que à l'époque, c'était une idée de fraude à l'époque. Mais aujourd'hui, on constate que c'est une idée de sauvetage. C'est comme le secteur informel est devenu comme un salut maintenant pour nos États. Donc quand c'est comme ça devient salut encore... pour les individualités ou salut pour l'État? Salut pour l'État parce que l'État a devoir d'employer, comment on appelle ça, les concitoyens. Mais aujourd'hui, on voit que les concitoyens arrivent à s'auto-employer par rapport au secteur informel. Donc, je pense que ça sauve un peu l'État, hein, voilà, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, peut-être que c'est en allant en profondeur que bon, on peut essayer de voir qu'il y a votre réponse est dans cet argumentaire-là. Voilà. Diop? Déjà, moi, je pense que pour faire plus simple, le secteur informel, en fait, c'est toute activité, toute unité de production qui n'a pas un numéro administratif, c'est-à-dire qui n'est pas identifié par rapport au fixe et d'autres structures. Je reviens à ce que Seydina a dit. En fait, c'est pas que nos États ont faibli, mais c'est le système la démographie a été vraiment galopante dans les années 80. Les populations ont augmenté très rapidement. Donc, les emplois ne suffisaient pas par rapport à la demande. N'a pas pu venir au secours du secteur public. Donc, la demande d'emploi était plus que l'emploi qu'on proposait. Donc, le secteur, on peut dire le secteur informel c'est invité sur le terrain. Ça s'est développé facilement et vraiment ça freinait un peu la pauvreté, quoi, je pense. D'accord. Ça veut dire que, bon, si je peux ajouter quelque chose à partir de ce qu'il a dit là, c'est-à-dire que le secteur informel, c'est pas invité. Le secteur informel est venu même comme un soulagement. Oui, bon, ça se dit pas, ça se dit pas, mais ça peut être ça. Ok, on voit cet élément, on revient tout de suite et madame, messieurs, vous aurez l'occasion en tout cas d'avoir votre voix au chapitre ici concernant le secteur informel. Est-ce qu'il s'agit pour vous d'un atout ou d'un poids? Les plus visibles sont dans la rue ou les marchés. Mais certaines grosses sociétés en font également partie. Le secteur informel est prédominant en Afrique. Certains affirment même que ces activités économiques qui échappent à l'administration fiscale constituent en fait la règle sur le continent. C'est un secteur prédominant. Quand on voit que ça représente jusqu'à 70% de l'emploi dans certains pays, c'est énorme. Et ça, c'est sans parler, c'est juste l'emploi dans ce qu'on appelle le secteur informel. Mais quand on parle d'emploi informel, donc tous les emplois qui sont non protégés, sans protection sociale, sans fiche de paie, etc., là, ça atteint des fois des proportions jusqu'à 80-85% en fonction des pays. Manque de travail, forte démographie, mauvais climat des affaires sont les différentes causes qui expliquent l'existence mais aussi l'importance du secteur. Loin d'être un choix, il est souvent considéré comme un moyen de subvenir à ses besoins. Et nos analyses montrent qu'ils sont essentiellement des ménages pauvres, en tout cas plus pauvres que les autres, plus vulnérables que les autres, avec un statut plus précaire que celui des autres. Lorsque la conjoncture est défavorable, on note un regain de dynamisme pour l'informel. Donc, tout ceci nous amène à dire qu'effectivement, c'est une soupape de sécurité, c'est une stratégie de survie pour se soustraire à un environnement économique pas toujours reluisant. L'une des principales conséquences du secteur est le manque à gagner dans les caisses de l'État. S'il représente 60% du PIB dans les pays africains, sa contribution à l'impôt, elle, n'est que de 3%. Et ça prive à nos États d'autant de ressources pour faire des investissements structurants ou dans les secteurs sociaux. Ça, c'est d'un. De deux, ça fait une charge fiscale disproportionnée
sur les épaules du formel. Parce que les gens qui sont identifiés et qui paient les impôts constituent finalement une proportion très faible de la population et des entreprises. Que faire pour tenter de réduire sa part dans l'économie nationale des pays africains? L'idée est d'amener ceux qui le peuvent vers le secteur formel. Cela peut s'effectuer grâce à une baisse des impôts et des lourdeurs administratives, mais surtout par une aide au financement. Et enfin, il y a ce qu'on pourrait appeler les politiques ciblées, qui seraient justement donc d'essayer de voir concrètement de quoi ont besoin ces petites entreprises, notamment celles qui n'ont pas la possibilité de se formaliser tout de suite pour justement se développer. Donc c'est des politiques de formation, mais pas de formation, justement, il faut que ce soit des formations adaptées à de quoi ils ont besoin, peut-être des formations en comptabilité, peut-être des formations à comment gérer une petite entreprise, des formations bien spécifiques. Des politiques essentielles dont le succès dépendrait selon les pays. Ceux qui avaient une autorité mieux assise, où les règles sont mises en application, ces pays ont eu plus de succès à faire basculer certains acteurs, notamment ceux du gros informel, vers le formel. C'est le cas en Afrique du Sud, c'est le cas en Namibie et récemment le cas au Rwanda. Donc l'autorité de l'État est centrale. Je crois qu'il faut la restaurer. Afin de mettre en place des politiques adaptées, il est également nécessaire de mieux mesurer le secteur, mieux le cerner pour connaître ses besoins. Les premières études sur le secteur informel ne datent en effet que des années 70. Plus de 70% de la main-d'œuvre sur le continent, il s'agit d'un secteur qui est en pleine expansion. La question ici, c'est d'essayer de réduire sa part. Faudra-t-il forcément essayer de réduire sa part au lieu plus que de l'encadrer? Bon, je pense déjà les études de l'UEMOA, ils ont fait des études en 2003 sur 7 pays de l'UEMOA et ils se sont appuyés sur les instituts de statistiques. Vous voyez qu'ils disent que dans chaque foyer au moins, dans ces 7 pays, dans les grosses agglomérations, dans chaque foyer, il y a au moins une unité de production informelle. Donc, ils estiment ça à près de 2 millions d'emplois, 2 à 2,5 millions d'emplois. Donc, quelque part, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse mettre un frein à ça. Je pense qu'il faut plutôt s'adapter ou bien trouver un statut intermédiaire pour pouvoir faciliter quand même l'insertion de ces unités-là dans la légalité. Lorsqu'on parle, par exemple, de productivité, on dit par exemple que le secteur informel, c'est un secteur de survie plus qu'un secteur de productivité. Je veux dire les biens de consommation, les vêtements et autres. Or, dans certains pays, en Côte d'Ivoire ici par exemple, nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire, des taxes existent. Est-ce qu'ils échappent forcément à la fiscalité Seydina? Non, je veux dire d'abord, ils payent parce qu'il faut qu'on puisse faire un peu la part des choses. Généralement, 80% du secteur informel est utilisé par nos emplois directement ici. C'est-à-dire que nos emplois traditionnels, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui fait ce genre de boubou, il a son coin, on dit que bon, il est dans un secteur informel. Généralement, ce sont ce genre de trucs. Voilà, donc, pour moi, d'abord, avant de venir à votre question, pour moi, il faut encourager, c'est-à-dire moderniser, professionnaliser le secteur, éduquer les gens, envoyer la culture de l'impôt dans ce secteur-là. Parce qu'en Afrique, ici, ce n'est pas forcément ceux qui ne payent pas les impôts qui sont taxés d'être dans le secteur informel. Parce que généralement, il y a beaucoup d'hommes qui ont leur magasin, c'est-à-dire que ceux qui sont à la casse, ceux qui font les marques et autres, qui paient des impôts, qui paient des taxes aux mairies, qui paient l'impôt synthétique. Donc, je ne sais pas où ils échappent au fixe. Oui, mais comme ça, ils ne sont plus dans l'informel. Oui, parce que payer les impôts, ça veut dire avoir un numéro administratif. C'est-à-dire que tu es fiché dans le système des impôts. Ouais. On parle de ceux qui ne sont pas en règle. Oui, mais moi, je parle de l'esprit. C'est-à-dire que je parle de l'esprit de celui qui reçoit ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Toi et moi, presque tous ceux qui sont peut-être qui sont à l'école d'une certaine manière connaissent ce que c'est un peu réellement la définition du secteur informel. Mais beaucoup parmi nous ne le savent pas. Il y a d'autres qui sont dans le formel, mais comme ils sont dans un petit magasin quelque part à Yamé ou bien à Bobo, ils pensent qu'il est dans le secteur informel. Comment? C'est ce que je veux dire. Parce qu'on pense que le secteur informel, parce qu'il n'est pas déclaré, ce n'est pas avoir un magasin au plateau. Non. Oui, quand on a eu le sujet, Mohamed, on a eu à... D'accord. Ce que je dis souvent est
un peu terre à terre, mais c'est ce qui est la réalité. Oui, mais je pense aussi qu'il y a un problème d'information. Justement, voilà. D'aller en info. Voilà. On a eu le même problème aussi avec l'immigration clandestine. Voilà. Il y a une phobie, entre guillemets, je vais dire, des démarches administratives. On aura l'occasion de toucher à cela. Parce que souvent, on trouve des grosses entreprises qui sont dans l'informel, parce qu'ils ont des problèmes d'impôts et autres. Ils sont dans ce cas, ils sont dans l'informel. Mais comme c'est des grosses entreprises, on pense qu'ils sont dans le formel. D'accord. Donc, il y a ça aussi qu'il faut... Dans 22 42 54, on ira sur la ligne téléphonique tout de suite. Mais Patrick est dans notre studio. Des réactions sur la toile, Patrick, pas sur Skype. Non, pas sur Skype pour l'instant. Sur la toile, je veux dire Facebook, il n'y a pas être plus précis. D'accord, alors. Voilà, Arsène Maïzan nous dit le secteur informel est le secteur qui regroupe le plus d'activités de personnes. Cependant, l'État gagnerait à organiser ce secteur en octroyant des microfinances pour faire rentrer des devises dans l'économie ivoirienne. Marcus Larim, lui, pense que un pays, pour son développement, a besoin d'agents économiques. Ils peuvent exercer dans plusieurs domaines d'activité. Ainsi, on peut avoir des agents de fonctionnaires de l'État, d'autres qui s'adonnent à l'agriculture, d'autres encore au commerce. Mais, puisque l'État ne peut pas tout contrôler et garantir des emplois à tous les citoyens, il faudrait souvent qu'ils se débrouillent eux-mêmes, d'où le secteur informel. Alors on voit clairement ici son importance, outre qu'il soit souterrain entre guillemets, je pense qu'il a aussi une place dans l'émergence de l'Afrique. Et pour l'instant, la dernière réaction de Parten Théophane, Meissoum nous dit aujourd'hui, les plus grands pourvoyeurs d'emplois sont les sociétés de téléphonie en Côte d'Ivoire. Grâce aux cabines téléphoniques, cette activité, quand bien même informelle, règle le souci du chômage, par exemple. Voici un cas bien trouvé, bien déterminé. Ça vous fait rire, Diop. C'est clair. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas trop. Je pense que nos États n'ont pas trop le choix, parce que déjà, c'est un gros frein au grand banditisme, à la débauche, à plein de trucs, c'est-à-dire même à l'exode, à l'immigration, tout ça. Aujourd'hui, c'est d'encadrer. Et puis, bon, moi, je pense que souvent, les gens sont dans l'informel par ignorance. Déjà, on a la culture le mauvais regard qu'on a des impôts. Ça, c'est culturel. Parce qu'on appelait les impôts à l'époque ancienne, on disait Nisson. Ça veut dire le prix du souffle de vie. Voilà, le prix du souffle de vie. Et la manière dont on récoltait les impôts était un peu violent. Donc, du coup, c'est une mauvaise image. Parce qu'on voit un agent des impôts devant vous, les impôts sont là. Et aujourd'hui, les impôts, ils font un peu la police. C'est-à-dire ils informent moins les populations et ils sont toujours présents lorsqu'il faut venir... Mais selon vous, l'accent est mis sur la répression. La répression. Je pense qu'on doit faire moins de répression, mieux communiquer, c'est-à-dire encourager les gens parce qu'il y a plusieurs sortes d'impôts. Ce n'est pas forcément des choses qui coûtent cher et il faut pouvoir donner tous les credos et les explications aux gens. Je pense que les impôts devaient sortir une équipe de communication, aller vers ces personnes-là, leur expliquer comment rentrer dans la légalité. Ouais, parce qu'aujourd'hui, sincèrement, quand on voit les impôts, c'est comme si la police débarquait chez toi. Je viens de passer à la police aussi. On va à San Pedro retrouver M. Diakis. Diakis est au 22 42 54. Bonjour Diakis. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Diakis. Voilà, oui, la question elle est toute simple. Croyez-vous que le secteur informel est un atout ou un poids dans la marche des pays africains vers l'émergence, par exemple? Oui, vers l'émergence, merci. Merci, mon frère. Oui. Oui, je vous dis que le secteur informel, c'est un atout. C'est un atout pour l'émergence du pays. Parce que si l'État organisait sérieusement, comme le disait mon frère sur le plateau, si l'État organisait sérieusement les activités du secteur informel, l'État aurait déjà créé même des emplois. Vous croyez qu'il n'y a pas eu de... Attention, M. Diakis, vous croyez qu'il n'y a pas eu de tentative déjà? On n'a pas tenté d'organiser tout cela? Non, on n'a pas tenté d'organiser tout cela parce que les gens sont toujours dans le faux et les gens sont dans le désordre. Les gens s'installent comme ils veulent. Alors que si les gens sont cartographiés, les gens sont repérés, organisés, ça pourrait même créer de l'emploi. Parce que comme le disait le frère qui est en chapeau, le secteur informel peut produire de l'emploi. Donc ça sauve déjà l'État. Donc ça permet même déjà de régler un certain nombre de problèmes.
Et puis, les gens sont répertoriés et ça peut faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État de manière ordonnée. Parlant d'organisation, M. Diakis, je vous prends au mot. Des marchés ont été créés, des marchés modernes qui peinent à recevoir des commerçants aujourd'hui. Vous êtes au courant de ça au moins? Oui, mais, parfois, des cadres modernes sont créés, mais ces cadres-là peinent à avoir des prétendants. Des marchés ont été créés, mais comment les gens s'obligent à s'y installer? Comment? Aujourd'hui, vous dans les abords des rues, dans les quartiers, n'importe comment, les gens qui sont installés. Il y a des personnes qui viennent, soit des mairies et autres, qui viennent leur prendre quelques cases, qui disparaissent, et puis après, on ne sait plus qui sait comment ça aboutit. Donc, je pense qu'il faut mieux organiser cela, mieux confier cette casse-là à des individus secteur par secteur. Ça va créer de l'emploi, comme je disais. Ça va permettre de répertorier les gens, trouver des fonds pour mettre dans les caisses de l'État. Et puis même, on pourra encore régler un certain nombre de problèmes. Voilà. Donc, pour moi, c'est un atout. C'est un atout pour l'émergence des pays. Merci beaucoup. Et bien, les choses à ceux qui nous suivent depuis San Pedro, 22 42 54 pour ceux qui appellent de la Côte d'Ivoire et ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Vous précédez le numéro du plus 225. Diab, quelque chose à ajouter? Oui, moi, en fait, je voulais un peu dire aux frères que les États ont commencé à travailler là-dessus. Ils ont commencé à répertorier ce style d'activité. Donc, les résultats même de l'UEMOA, on disait qu'ils ont travaillé sur les grosses agglomérations. À Abidjan, il y a 609 700 unités de production informelle. Et ils ont cité d'autres pays, ils ont donné les chiffres. Donc, le problème entre nos États et nous, c'est qu'ils ne communiquent pas sur le travail déjà fait. Donc, c'est obligé qu'on continue à les indexer jusqu'à ce qu'on sache ce qu'ils font comme boulot. Parce que imagine ce travail-là, si on n'avait pas fait des recherches, on n'aurait jamais su quels sont les chiffres par rapport au secteur informel. D'accord. Ce que je voulais ajouter, c'est que nos États ont souvent un défaut. Ils font plus de recherches. C'est-à-dire qu'ils font des recherches, ils trouvent, et puis les recherches sont dans les tiroirs. Et pourtant, les recherches ne sont pas faites pour les tiroirs. Et ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est pour connaître le nombre de personnes qui existent dans le secteur informel et autres. Mais est-ce qu'il y a eu des contacts avec ces personnes? Parce que le problème, c'est quoi? Les Africains n'ont pas peur d'impôts, puisque l'impôt existait. L'impôt, ce n'est pas l'Europe qui a montré l'impôt aux Africains. On avait déjà l'impôt chez nous ici. Mais l'impôt, chez nous, les Africains ont commencé à avoir peur de l'impôt par rapport au contact avec le colonialisme. Parce que dans les colons, comme tu l'as si bien dit, encaisser l'impôt, ça fait que les Africains se sont dit, mais attends, ce n'est pas le même impôt qu'on nous prenait ici avant, nos chefs, nos rois. Donc, ce que je veux dire pour argumenter ce que tu viens de dire, c'est de rendre culturel aujourd'hui l'impôt que nous avons. C'est de rendre culturel pour que cet impôt-là rentre dans nos mœurs. Expliquer réellement aux populations ce qu'ils payent comme impôt, où ça va. Qu'est-ce que l'État fait de cet argent? Parce que généralement, c'est comme ça. Généralement, quelqu'un se dit, mais moi, je paye mon impôt, et puis ceux qui sont en haut là-bas, ils bouffent mon argent. Ils voient les travaux. Et ils bouffent mon argent. Non, ils voient les travaux. Oui, mais les gens ne savent pas souvent. C'est ce que je vous dis. L'enquête en a parlé. Ils disent que en fait, les populations ne voient pas l'impact direct de retenue des impôts. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, les aménagements des hôpitaux. Il faut expliquer aux populations que les impôts qu'ils payent servent à développer leur environnement. Voilà. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, le citoyen lambda, il se dit, je ne vais pas contribuer à ce que les autres se remplissent les poches. Pourtant, ce n'est pas vrai. Les impôts servent à autre chose plus intéressante que se remplir les poches. Les hôpitaux dans lesquels ils vont, les écoles de leurs enfants, tout ça, les impôts servent à il faut aller plus loin même. Il faut développer le civisme. Parce que ça doit faire partie aussi du civisme. D'accord. Le père des impôts aussi. Bien noté. Sur la toile, Patrick, on s'agite en tout cas beaucoup là-bas. On s'agite vraiment, Mohamed. Pour notre communauté de 3012 membres, il faut préciser ça, ils sont vraiment présents dans cette émission. Voici un sujet, je vais dire sinon, introduction, développement, conclusion de Tano Moro, mais c'est très très intéressant. De façon générale, le secteur informel regroupe l'ensemble des activités économiques qui échappent à l'administration fiscale. Dans cette définition, il constitue un poids parce que le principal enjeu du secteur informel en Afrique réside dans le manque à gagner qu'il crée pour les recettes fiscales de l'État. Ce manque à gagner entrave la capacité de l'État à mettre en place des politiques publiques destinées à organiser la migration vers le secteur formel. Un atout parce que le secteur informel constitue un enjeu de développement majeur pour les pays en voie de développement, particulièrement en Afrique. Face à l'accroissement de sa taille, il est grand temps qu'une nouvelle approche soit adoptée.
Celle-ci doit se départir à la fois de la répression des travailleurs du secteur et de l'assistance qui leur est accordée pour se focaliser sur les stratégies de création d'emplois et de formation professionnelle. Dernière réaction qui va clore la majorité de nos réactions reçues jusque-là de la part de M. Kamagaté Lama, qui nous dit « Le secteur informel est très important dans l'émergence des États africains ». Et lui-même pose une question à laquelle il répond. Il nous dit « Comment les États peuvent-ils s'y prendre pour que ce secteur compte dans l'émergence de l'Afrique ?» Il répond en disant « L'encadrement du secteur s'impose, formation pour un rendement de qualité, pour une gestion efficace du secteur par les acteurs eux-mêmes et surtout les allègements fiscaux. Mais aucun secteur d'activité ne peut compter dans l'émergence sans encadrement étatique. » Merci beaucoup. L'adresse est la suivante, www.facebook.com/on garde le contact, le 22 42 54 pour réagir ici. L'on va vous permettre de voir un exemple, l'exemple de l'économie sud-africaine qui a été cité tout à l'heure par l'un des intervenants dans le premier élément qui a été secouru, sinon sauvé par le secteur informel. C'est un exemple peut-être à suivre. L'économie sud-africaine toujours en déclin, le PIB ne dépasserait pas les 2,5% cette année. Dans le secteur de la grande distribution, par exemple, quelques 50 000 emplois ont disparu. Et pourtant, les ventes au détail et en gros sont en hausse de 40% et se portent mieux qu'avant la crise. Une hausse due à la multiplication des échanges commerciaux dans l'économie informelle. Venant de Zambie, du Botswana, du Mozambique ou du Zimbabwe voisin, des centaines de négociants achètent en gros des produits sud-africains pour ensuite les revendre à la pièce dans leur pays. Je préfère acheter la nourriture ici en Afrique du Sud, parce qu'au Zimbabwe, il n'y a pas beaucoup de choses à acheter. Ici en Afrique du Sud, c'est beaucoup moins cher. Quand vous achetez au Zimbabwe, c'est comme si vous achetiez quelque chose auprès d'une personne qui s'approvisionne en Afrique du Sud. Donc ça revient 30% plus cher. Les choses coûtent vraiment cher là-bas. Produits alimentaires, électroménagers, habillements, des marchandises que les contrebandiers trouvent à moindre coût dans la première économie du continent. Ce commerce échappe aux autorités et représente une part importante des échanges dans la région. Selon les chiffres de l'ONU, le commerce informel transfrontalier représenterait un tiers des échanges commerciaux entre les membres de la communauté de développement d'Afrique australe. Pas de droits de douane, les contrebandiers voyagent comme de simples touristes. Environ 50 à 60 bus, camions et taxis traversent chaque jour les frontières sud-africaines, les soutes chargées de marchandises. Il y a beaucoup de corruption aux frontières, au point que le ministère du Commerce et de l'Industrie a décidé de s'intéresser aux importations illégales, mais aussi aux exportations illégales. Le gouvernement perd beaucoup d'argent parce que les gens ne payent pas les frais de douane. Nous savons aussi que les grossistes, les gens qui vendent des marchandises et proposent des services, ne sont pas légalement constitués et insistent pour être payés en liquide pour éviter de laisser des traces dans le service des impôts. Tout ça entraîne d'énormes pertes de revenus au niveau du commerce. Certains grossistes réalisent jusqu'à 70% de leurs ventes avec des commerçants du secteur informel. En échange de ce business lucratif, acheteurs et vendeurs ferment les yeux sur les documents officiels nécessaires à l'acheminement des marchandises. Voilà, le passage de l'informel au formel pourrait être un véritable soutien aux économies africaines. L'exemple est là devant nous. Je pense que on aura certainement l'occasion demain de donner quelques clés, chacun à son niveau, comment faire en sorte que la transition se fasse sans heurts. Hein? Diop, alors Moi, je voulais juste rajouter à ce que je disais par rapport à l'étude de l'UEMOA. C'était pour dire à Seydina que ce n'était pas que du recensement. En fait, les États de l'Afrique de l'Ouest commencent à se pencher sur le sujet. Ils savent que le secteur informel, quand même, c'est plus de 65% d'emplois. C'est plus de 2,3 millions d'emplois aussi. Donc, il faut pouvoir rendre ça rentable pour l'État, pour les États. Parce que plus on les laisse continuer ou on les abandonne comme ça, l'État s'appauvrit. Oui, clairement. Ouais. Alors, Seydina, pour terminer. Oui, ce que je voulais dire, c'est-à-dire que je parle de théorie.
il faut que, puisque nous avons une réalité qui est là, il faut que nos États puissent créer des théories propres à eux-mêmes pour pouvoir gérer ces genres de mouvements. Parce qu'aucune théorie étrangère à l'Afrique ne pourra aider l'Afrique à se développer. On a des réalités, on crée des théories et puis on avance. D'accord. Vous êtes vraiment fidèle à votre pensée, à votre idéologie. Émission mise en onde et réalisée par Fatou Koulibaly. L'on souhaite en tout cas bonne chance aux étudiants du tronc commun, Université Nangui à Brogua, avec ces étudiants-là, Ma Afsa en tout cas, qui est une fidèle, on garde le contact, elle tenait à le témoigner et aussi. Heureux mariage à notre collègue Maurice, un coin de bonheur pour terminer. Il est au son ici à la RTI. Il est désormais dans le cercle des mariés avec une collègue de la radio de Fréquence 2. Voilà, ils arrivent tout beau. Maurice, sapé comme un prince, l'autre comme une princesse. Et on vous laisse déguster ces bons moments tout en vous donnant un rendez-vous demain. Ils se sont rencontrés il y a plusieurs années. Ils se sont plu, ils se sont aimés, ils se sont fréquentés et ils se sont mis ensemble. Puis, il leur est venu l'idée de vivre ensemble. Samedi 2 novembre 2013 au matin, une date mémorable pour ce couple joyeux. C'est le jour qu'ils ont choisi pour s'unir devant Dieu et les hommes. Et des hommes de valeur, il y en a eu ce jour-là à la mairie du Plateau. Amis, parents et collègues, tous sont venus dire à Maurice et Sylvie qu'ils les soutiennent dans cette union. En témoigne la prestation remarquable de Dorothée Adou, animatrice vedette à Fréquence 2 et supérieure hiérarchique de Sylvie. Monsieur Yao Maurice Nguessan, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Noamant Aménan Sylvie, ici présente devant nous? Oui. Mademoiselle Noamant Aménan Sylvie, consentez-vous à prendre pour épouse Monsieur Yao Maurice Nguessan, ici présent devant nous? Il y a quoi? Il y a quoi ici? Il y a quoi qui se passe ici? Ça, on va le faire le reportage. Tu m'as planté à la radio et la casse de micro. Bonne et belle vie au couple. On a rendez-vous demain 13h15 en temps universel. Toute l'équipe vous salue. À demain. Il faut persévérer, ne jamais baisser les